octobre, retrouvez David halluciné et le capitaine Morpheus pour le Dizzy Fandom sur Geekologie. 4 heures de live intensif pour analyser les dingueries de Walter Hamada. En direct, Captain Morpheus. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Candor. Bien évidemment, on est là, on suit la série assidûment. Et je ne la suis pas seul, cette série. Je la suis avec mon frérot. Voilà. Bon, on est jumeaux, mais en fait, on se ressemble pas. Voilà. David Actu Cinéma. Là, t'es sur mute. Les gens vont pas t'entendre. Hop, donc là, il et fait voilà. Il faisait Bernardo. Allô Bernardo, c'est Zoro. Voilà. Bon, salut. On est là. Alors, comment ça va? Bah écoute, ça va, hein. Ça va, Moi, c'est toujours un plaisir je vais dire que cet homme est une machine. Il arrive du travail, hop, il s'est changé, hop, il est là. Bon, s'il s'évanouit pendant les chroniques, je continuerai tout seul. Je le vire de la. Le gars risque de s'évanouir. Bon, et puis c'est ça. Bon alors, qu'est-ce qui se passe sur Actu Ciné en ce moment là? Bah écoute, on a lancé la première émission mardi, ça s'est super bien passé. Voilà, la nouvelle émission Ciné Mardi. Et puis Redouane, on va en faire voir Redouane en caméra et pas en calbut. Exactement, exactement. Et puis voilà, une émission qui arrivera toutes les 2 semaines à peu près. Et puis il y a aussi une autre émission qu'on va faire ensemble qui va bientôt arriver. Carry Club, ouais, bien sûr. Voilà, sur la chaîne de Geekologie. Ouais, sur cette chaîne-là. C'est-à-dire que vous vous abonnez là, d'accord? Vous vous abonnez. Exactement. Et vous allez vous abonner à la chaîne Actu Ciné aussi. Donc voilà. Et puis, bien sûr, parce qu'on est dans les chroniques de Candor et ça va avoir un impact aussi de ce qu'on va suivre. Bien évidemment. Mais le 16 octobre. 16 octobre. Ah là là, ben oui, ça va. On attend ça depuis longtemps. On l'annonce depuis presque qu'on a commencé nos chaînes. Ouais. DC Fandom. Je pense qu'on avait ça en ligne de mire, tu sais, ça va faire comme une espèce d'aboutissement. On va arriver là, on va se dire, tiens, le DC, on y est, ça y est. Ça va être 4 heures de folie là. Ouais. 16 octobre à partir de 19h, ça va être quelque chose. Déjà, ils nous ont ménagé, ils ont mis que 4 heures. Ouais, franchement, ça fait du bien. Parce que, déjà, ça va être long. Mais je pense qu'ils ont, ils ont revu leur copie parce que je pense que derrière, il y a eu beaucoup de... En fait, ils le voient au niveau des gens qui suivent en direct. Donc, il y a dû y avoir pas mal de gens qui lâchaient le truc. Donc, voilà. Ça m'étonne pas. En tout cas, on est là. On a suivi l'épisode 4, 5, 6. 5, 6, ouais. Et que dire, mon cher David? Bon, alors, les gens qui n'ont pas regardé 1, 2, 3, tant pis pour vous. Je veux dire, on essaye de pas. Mais là, on va être obligé. Il va y avoir du major spoil. Tant pis pour vos gueules. Je veux dire, à un moment donné, c'est votre faute. Autant on spoil pas le 1, 2, 3 parce qu'on parle d'un petit peu de notre ressenti global, etc. Mais là, sur 4, 5, 6, on est obligé pour pouvoir faire la transition, quoi. Donc, Alors, on me l'a demandé parce que vous avez vu que sur la chaîne, il y a des changements. Déjà, il y a une zone membre. Donc, vous appuyez sur le petit bouton rejoindre en bas. Il y a un petit montant à payer par mois. C'est un petit, qu'on appelle little fee en anglais, de 2,99 €. Voilà. Et grâce à ça, vous allez avoir accès à des trucs. Et je vais vous proposer peut-être de vous projeter en privé les épisodes et vous les regarderez avec nous si David est là ou avec moi sur la chaîne Geekologie. Voilà, il y aura des petites watch parties privées, tu vois, entre nous quoi. Parce que je vais pas diffuser ça sur YouTube, je suis pas fou. Voilà. Donc il y aura des petits trucs comme ça et donc voilà. Donc profitez-en. Il y a des nouveaux formats. Il y a le format 100% comics aussi avec Melvin. On s'est bien amusé. En tout cas voilà. Donc pour ceux qui râlent parce qu'ils n'ont pas vu les épisodes, peut-être que je vous ferai une petite projection. On regardera tout ça ensemble et ça sera bien cool. En tout cas, bon, pour en revenir à nos moutons. Donc on a regardé ces 3 épisodes qui ont suivi. Et on n'a pas été déçus, mon David, parce que là… déjà, 1, 2, 3, ça vous avait mis direct dans le vin. Et comme je l'avais dit dans les chroniques précédentes, voilà, ça avait monté d'un cran par rapport à la saison 2. Ouais. Et puis là, on est dans la continuité, c'est-à-dire… et en fait, de les regarder par 3, je trouve ça vraiment pas mal.
Mais j'ai l'impression qu'ils viennent par 3 justement parce que on en parlait, on a vu les 3 premiers, ça faisait comme un espèce de film. Ouais. Là, les 3 suivants, mais ils sont dans la même intrigue complètement et également. Donc, on a bien fait ce format de 3 par 3, on est pas mal. Ouais, On est pas mal. complètement. Donc, Et ça ne baisse pas en intensité, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Alors c'est vrai que les 3 premiers, c'est une grosse claque, ce qui fait que les 3 d'après, tu es concentré, tu es comme ça, tu fais qu'est-ce qui se passe? Et je tiens à dire, hein, sans trahir trop de faire de spoiler, que tu avais raison. On a eu dans ces 3 épisodes des petits flashbacks de Barbara, n'est-ce pas? Exact. Hein? Donc on en parlera un petit peu plus tard, mais je tiens à dire que cet homme est un prophète. Voilà. Ah, mais bon. Hein? En tout cas, c'était un souhait. C'est-à-dire que quand j'en avais parlé, je dis ça serait bien de voir, machin, etc. Tu vois. Moi, j'avais raison sur autre chose. J'avais raison sur le dilemme entre de Superboy. Hein, Ouais. par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à ce qui s'est passé dans le climax de l'épisode 3. Ouais. De l'épisode 3. Donc, on va enchaîner. Donc, dans la fin de l'épisode 3, donc, pour ceux qui les ont vus, les autres, tant pis pour vous. Spoiler. Hawkman est mort. Enfin, Hawkman, non, Hawk. Faut Hawk. pas les confondre, ouais, c'est Hawk. Hawkman, c'est un autre. Hawk meurt et justement, Superboy n'arrive pas à temps pour le sauver. Alors, c'est pas vraiment sa faute. Hein, c'est juste que Red Hood, dont vous avez le casque derrière, là, je l'ai chopé, je vais couper la tête. Red Hood, en fait, en anglais, on dit to trick, a piégé Dove et en lui faisant croire qu'elle avait un flingue pour le shooter, en fait, elle avait le détonateur de la bombe qui était accrochée à Hawk. Et donc, Exactement. Superboy n'a pas eu le temps. Alors, ce qui est bien, c'est que dans la fin du 3, on a vu ces 2 côtés de Superboy. Le côté un peu technologique, scientifique de Lex Luthor et le côté sauveur de Superman. Et malheureusement, il a réussi à créer l'appareil pour pouvoir désamorcer la bombe. Oui. En revanche, il n'est pas arrivé à temps à cause du piège que... Je dirais que c'était un piège jokerien. Et exactement. C'est vraiment un piège jokerien. Alors, on va savoir après que c'est pas le Joker qui est derrière tout ça, mais pour moi, ça me fait penser à une scène du Dark Knight de Nolan en 2008. Oui, Quand oui. tu as le Joker sur les 2 ferries, il donne les 2 détonateurs, tu sais, aux ferries. Ça. C'est-à-dire que à côté de ça, en fait, même le Joker l'a aussi le détonateur dans tous les cas. Et là, ça me fait exactement penser. C'est-à-dire, quoi qu'il aurait pu arriver, il y avait donc l'appareil, l'explosif sur Hawk et le pistolet qui était en fait un détonateur sur Dove. Enfin, voilà, c'était super bien. Donc, effectivement, on a cet événement qui met Traumatisante. le jeune Connor devant sa dualité, c'est-à-dire la dualité kryptonienne et la dualité luthorienne. Et finalement, tout de suite, c'est la première chose qu'il verbalise. Superman aurait réussi, quoi. Et moi, j'ai raté. Et si vous vous demandiez quelle était la partie de moi qui était qui prévalait, maintenant vous le savez. Donc du coup, et ça va revenir plus tard dans l'épisode 2, quand il est avec Cory. Ça va revenir aussi plus tard lorsque l'épisode 2, le 2e épisode, donc le 5e épisode, quand Cory lui pose des questions et elle lui dit tu sais pas comment un génie du mal pourrait penser. Il dit et tu veux dire comme Lex Luthor, tu vois, du style c'est bon, j'ai cramé ton truc, tu vois. Ouais. Donc c'est quelque chose, je pense, qui va être un fil conducteur aussi avec Connor, et j'ai vraiment hâte de voir si on va voir Superman. Surtout que j'ai vu Mike Owen avec son pote avec qui ils avaient tourné le World Finest, le fan film, dire qu'ils étaient en train de penser à en tourner un 2e, justement. Et je trouve que Mike Owen, un Superman quinquagénaire, tu l'avais dit, un Mike Owen, ça serait terrible pour la série. Alors, par contre, c'est Mike Owen et tu mets l'acteur qui joue Bruce Wayne à côté. Ah ouais, ça fait chelou, hein. Mais justement, on voit énormément donc cet acteur on voit Bruce Wayne pour le coup, puisqu'on va avoir beaucoup de flashbacks. On va avoir des flashbacks pour donc Barbara, on va avoir des flashbacks aussi pour Jason Todd. Ces épisodes aussi nous montrent tout ce qu'on n'a pas vu,
ce dont on parlait, on ne sait pas ce qui s'est passé, Mhm. pourquoi il a quitté les Titans, pourquoi il se retrouve avec Batman. On voit que justement le jeune Jason est très 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 tourmenté et du coup donc Bruce décide de lui faire voir un psy, enfin une Ouais. psy et pas Et pas n'importe n'importe laquelle. Leslie Tompkins. Et oui, Exactement. donc qui est la psy qui s'est occupée de lui quand il était petit. Tu vois, quand il On est avait d'accord. la jeune. Donc, Alors, je tiens à mettre c'est le petit bémol que je mettrai sur le choix de l'actrice parce qu'elle me paraît très jeune. très très Là, jeune. l'actrice. Ouais, elle avait 15 ans en fait quand Ouais, c'est ça. le Donc, parce que, Batman est très vieux en fait. ouais, et même à ce moment-là, quand Jason, machin, etc., la rencontre dans le flashback, lui dit mais vous et Bruce, vous avez niqué. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un truc de Ouais. fou. C'est-à-dire que lui, il y va, mais cash. Hein, c'est... Il y a un petit décalage là, peut-être, il y a une Ouais, petite anachronie. Parce que c'est ouais, vrai que dans les bandes dessinées, Batman, Leslie Tompkins est très très vieille. C'est Tante May. complètement. Mais Hein. c'est ça. Et même quand on la voyait dans Gotham, qui est jouée par Morena Baccarin, dans la série Gotham, elle est jeune, quoi. Tu vois, voilà, quoi. Bon, même le commissaire Gordon est jeune. Si on fait le décalage entre commissaire Gordon et le jeune Bruce Wayne Ouais. dans Gotham, il y a une petite anachronie aussi. Bah, D'ailleurs, c'est ça. dans Gotham, ils se sont fait plaisir dans les anachronies, puisque Poison Ivy avait à peu près l'âge de. Était une petite fille, et tout d'un coup, boum, grâce à un produit miracle, elle s'est retrouvée Adulte. dans la vingtaine. Donc, Ouais. effectivement, voilà. Bon, ça, c'est les petits raccourcis de DC que nous, on. Ouais, bon, ça, c'est les adaptations. Hein, voilà. Mais bon. Mais pour moi, la meilleure incarnation de Leslie Tompkins à l'écran, c'est en animation et c'est dans la série de Bruce Timm, Ouais, Batman Animated. Voilà. ouais, Parce que là, ouais. on a vraiment, en fait, la Leslie Tompkins, c'est-à-dire, comme tu dis, un peu Tante May, voilà, Mais qui a des très c'est un âgés, peu la figure féminine que Bruce a pu avoir quand il était et petit. maternelle. Ouais, Voilà, quelque voilà. part. C'est-à-dire que même si c'était sa psy, elle s'est beaucoup occupée de. D'ailleurs, les rares moments où on voit Batman attendri ou on va dire un peu canard, c'est Ouais, avec Lee Hopkins dans les BD. Tu vois, ouais, moi je me rappelle de bandes dessinées où il soulève son masque, il lui fait un bisou, puis il s'en va, quoi. Surtout ouais. que Leslie Hopkins capte très vite qu'il est Batman. Bien sûr. Elle Et dit, c'est une personne très importante pour le développement de l'alter ego, de Bruce, de tout ce qui va s'en suivre. Et voilà, c'est un personnage que j'aurais envie, vraiment, ouais. de retrouver, en fait, dans un film, en fait. Bah Tu vois. oui, carrément, de la voir, même interagir avec Batman. Exactement, parce qu'on parle de la psychologie, de la tourmente, du Là, trauma, de tout là, ça. tu vas sur un terrain glissant, hein, fais gaffe. Voilà, c'est par la psychologie de Batman, je t'avoue que. Voilà. Surtout que là, on a directement la psy de Batman qui le dit. Carrément, mais Si carrément, si tu n'as pas tourné comme le Joker, c'est parce que j'étais là, tu vois. Bon, c'est ça, voilà, bon, si Leslie Hopkins le dit, même si c'est un personnage fictif, bien évidemment, bien euh, sûr. on peut la croire. Hein. De toute façon, il faut savoir que tous les personnages dont on parle sont fictifs. On se projette, c'est des projections qu'on fait. Hein. Exactement. On n'a pas Exactement. viré fou. Mais en tout cas, voilà, donc c'est très intéressant puisqu'on voit cette Leslie Hopkins donc s'occuper du jeune Jason Todd et finalement ça fonctionne puisqu'il il se livre à elle. Au début, il est un peu chafouin, hein, il est un peu voilà, mais disons Tête que à claque, toujours. Hein. pardon. Tête à claque, toujours. Oui, ben, peut-être à claque, mais on sent qu'il s'attache à elle. Tu Mm. vois, on sent qu'effectivement, il lui fait confiance et à un moment donné, il prend le dessus et il comprend lui-même que voilà, il a un problème. Ouais, OK. ouais. Après, à la fin de de C'est son séance. entretien, de ses séances, donc il retourne voir Bruce parce que Bruce lui a dit tant que tu n'es pas remis sur les bons rails, pas de Robin. C'est ça. D'accord. Et là, on a une scène dans l'allée où Ouais. les parents Tu de m'allais. sont, Ouais. ouais, exactement. Et, et on a une scène, mais voilà, on va vous la laisser la découvrir. Mais pour moi, c'est l'une des plus belles scènes de la série. Elle est très belle, mais j'aurais aimé, tu sais, au niveau de l'écran, en fait, tu vois Bruce comme ça, comme nous, Ouais, en fait. Bruce ouais, comme ouais. ça et Jason comme ça. Et en fait, j'aurais aimé, tu sais, un rapprochement, mais
un plan large des deux comme ça, mais avec la ruelle encore plus sombre. Tu vois, parce Ouais, on voit la sortie en fait du cinéma, mais voilà, c'est ça que j'aurais. Mais Mais, sinon, après, voilà, c'est super de l'avoir représenté comme ça mais avec Jason. cette scène est extrêmement intense. On est vraiment dans un. Ils ont passé le cap. Jason et Bruce ont passé le cap. On a vraiment une discussion entre père et fils. C'est ça. D'ailleurs, il appelle Son. Et Ouais. quand il appelle Son, Jason réagit. Ça y est, il m'a accepté comme son fils. Ouais. Et on a l'impression que Bruce essaye de mieux faire. Ouais. Il essaie de ne pas faire les erreurs qu'il a fait Ouais. avec Dick Grayson, avec le premier Robin. Et c'est là que ça part en couille, en fait. On se rend compte que c'est cette discussion qui a fait complètement snapper Jason de l'autre côté. Et là, qu'est-ce que fait Jason? Et là, on comprend quel est l'intérêt du Scarecrow, du Dr. Crane. Il va donc voir Crane, donc il va aller chercher une autre figure paternelle. Dans Batman, on est souvent là-dessus. Hein. Alors, on précise que dans ces discussions, en fait, il lui demande, en fait, il lui dit, tu ne seras plus Robin, quoi. Donc, Oui, et ça, c'est ça. Donc, c'est ça qui le fait vriller. Et donc, en gros, il reste au manoir, il reste dans la Batcave. Et puis, vas-y, tu étais en train de le dire. Donc. Mais voilà, non, mais là, justement, il va voir le Dr. Crane parce que ce qui est intéressant, encore sur le plan de vue psychologique, et là, c'est extrêmement bien précis dans la série. Là, je suis désolé, hein, c'est pas moi. Hein, c'est vraiment. C'est extrêmement précisé dans la série, cette histoire de contre-phobie. Donc, je parle souvent par rapport à Batman. Là, on est dans un contre-phobique, c'est-à-dire que le jeune Jason ne veut plus. C'est pas qu'il va aller en contre-phobie, c'est qu'il veut éradiquer la peur. Exactement. De son système. Et donc, il va voir le Dr. Crane, puisque Scarecrow, ses produits, eux, insufflent la pire peur dans le cerveau des gens. Donc, il dit, si tu as pu faire cette formule pour inspirer la peur, tu dois avoir une formule pour désinhiber les gens et enlever la peur de leur cerveau. Et c'est là qu'on a ce fameux produit qu'il prend dans les épisodes 1, 2, 3 qui va voir le jour. Et ça, c'est vraiment, voilà. Donc ça, c'est un des arcs narratifs. On voit comment Jason Todd tourne mal. Exact. Là, on subodoré. Là, il devient drogué, en fait. Hein. Ben oui, et puis on voit surtout comment elle a été ressuscitée. J'en avais parlé, je pense, dans le premier. Et c'est vrai que là, on se retrouve avec un puits de Lazare en plein milieu de Gotham. Elle n'avait pas vu venir celui-là. Toi, tu avais pensé à Hugo Strange. Je trouvais que c'était. Mais oui, parce qu'en fait, dans les flashs qu'on voyait à un moment donné, on pensait que les flashs qu'on voyait, c'était Hugo Strange, etc. En fait, que Starfire voyait. Mais en fait, pas du tout. Starfire voyait une autre personne. Et ça, on va discuter après. Ça, c'est le deuxième arc narratif. Parce que c'est ça. Il y a 3 arcs narratifs en même temps, quasi. C'est un truc de fou. Et en fait, on en discutait, effectivement, on se disait, putain, peut-être que c'est Hugo Strange, parce que dans les BD, Hugo Strange est un des seuls ennemis à connaître très très rapidement la vérité sur Batman, c'est-à-dire qui il est, etc. Et puis, peut-être que finalement, il n'était pas mort ou machin, parce que je me suis dit, en plus de ça, au tout début, on dit, mais comment ça se fait si c'est vraiment Jason, le Red Hood, Ra's al Ghul a fermé tous les puits de Lazare. Donc, nous, on s'est dit ça. Ça y est, c'est mort. Et bien sûr. Et puis finalement, non, il y en avait toujours un d'ouvert et c'est expliqué comment et pourquoi. Comment il a ressuscité Jason. Et donc, on le sait, on ne revient jamais du puits de Lazare complètement nous-mêmes. Et je pense que c'est un des côtés aussi qui a fait que Jason vrille un peu et n'a pas le cerveau tout à sa place. Mais c'est vrai qu'on a toute une espèce de... Et je pense que le Scarecrow, le fait de le tuer, de le mettre dans le puits de Lazare, c'était une manipulation pour encore mieux manipuler Jason Todd et le retourner contre Batman. Donc déjà, ça, c'est un des arcs narratifs. Le deuxième arc narratif, il est sur Robin. Donc là, sur Dick Grayson, du coup. Et donc, c'est là qu'on a la chance de voir des petits flashbacks avec Barbara, du coup. Mais avec Barbara, effectivement, donc déjà, ça, c'est très plaisant, vraiment, de la voir sur deux jambes. Avec 2 jambes, mais pas avec juste 2 jambes, voilà, la pauvre. C'est horrible. Non, mais on rigole, mais quand on sait ce qui s'est vraiment passé,
subit quand même des tortures de fou. Mais c'est bien, et surtout, ils ont respecté on peut le dire, la romance. Voilà. Dick Grayson, je pense qu'il s'appelle Dick, c'est pour une raison. Alors, parce qu'à ce compte-là, le mec, c'est un queutard. Hein. D'ailleurs, je vous mets une image que j'ai sauvée aujourd'hui sur Internet. Donc là, vous avez Dick et Corey, Dick et Dove, et Dick et Barbara. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Bon, Dick, c'est le queutard du groupe. Hein. C'est un truc de ouais, ouf. c'est le diminutif de Richard. Ça n'a rien à voir, Richard Dick, mais bon, ne demandez pas. Ouais. C'est le diminutif de Richard, mais Richard Grayson, c'est comme ça qu'il s'appelle normalement. Exactement. Mais là, ouais, c'est le queutard. Hein. Ah, il en peut plus. Il enchaîne, hein, mais et puis quand tu la vois justement avec cette romance, avec cette tension entre les deux, et à ce moment-là, l'actrice qui joue Barbara, elle a quand même quelque chose de très sensuel qui se dégage, tu vois. Ah oui, non, Contrairement, c'est sûr qu'au début, tu la vois en fauteuil roulant avec une patte folle. Bon, c'est sûr que tout de suite, non, mais c'est surtout qu'elle est très froide. En fait, on voit qu'il s'est passé un truc, un trauma, quelque chose de très grave. le trauma, il y a la tension qu'il a complètement il a lâché, quoi, tu vois. Et puis la confiance en Bruce aussi qui est partie. Enfin, il y a plein de choses. Tu vois. Oui, il y a plein de choses. On sent qu'il y a un vécu, mais donc dans ces flashbacks, on ne la voit pas en bad girl, en revanche. Non. Ouais. Mais bon, plutôt même presque dans un rôle à la Catwoman, on dirait. Carrément, parce que d'ailleurs, elle le dit, hein, à un moment donné. Elle le dit, c'est plus excitant. Et à un moment donné, donc Robin lui propose de venir avec elle et tout ça dans la Batcave et tout. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il lui dit, ouais, tu seras la Robin Girl. Elle fait, pourquoi pas plutôt Batgirl? Ah, j'étais content là, tu vois. Je sais pas, mais il y a de fortes chances qu'on la voit en Batgirl. Je sais pas. J'aimerais trop. Ah oui. Parce que tu sais pourquoi j'aimerais trop? Dis-moi. Parce que si on la voit en Batgirl, même en flashback, peu importe, mais si on la voit en Batgirl, ça sera la première fois qu'on aura une incarnation Batgirl en live action. Après celle de 1966. Oui, mais bon, enfin celle-là, je la mets. Hier avec NCK, ouais, ben non, les gars, faut respecter le travail. Tu sais que pour des gens comme nos parents, hein, Batman, c'est Adam West. Bah oui, je sais, mais bon, enfin voilà, mais non, mais. Je me rappelle, il regardait sur Canal+, il regardait Batman avec moi. Mais pour lui, c'est lui Batman. Tu vois, Tim Burton, Ce qui est indéniable, c'est qu'il a fallu avoir du Adam West pour ensuite avoir du Tim Burton, etc., etc. Mais je veux dire, mon référentiel, c'est pas Adam West. Hein. Dans une version post-crisis, ça sera la première fois, tu as raison, qu'on verra. Exactement. Avant d'avoir le fameux projet Batgirl sur HBO Max, et ça sera très intéressant de pouvoir comparer les deux, tu vois. Ouais, ben elle ressemble plus à une Batgirl, l'actrice qui joue Barbara Gordon. Là, je vous la mets à l'écran. Si on la voit en Batgirl, c'est pas déconnant. Alors que là, ils nous ont mis, je sais pas qui. Déjà en Barbara, elle est Barbara, quoi. Enfin, tu vois. C'est ça. Et puis il y a quelque chose d'iconique dans le personnage. Et franchement, comme tu l'as dit, quand on l'envoie en mode fille normale, elle dégage quelque chose qu'elle ne dégage pas dans son fauteuil roulant. Et c'est un peu normal. C'est un peu normal. C'est un peu normal, mais c'est vrai que c'est amusant de voir la relation qu'ils avaient. Et surtout comment les choses se passaient et comment en fait elle est devenue, elle a fini par devenir Batgirl. Donc ça c'est très 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 intéressant de ce côté-là. En revanche, voilà, et dans l'arc narratif de Robin, Robin était en passe de régler le problème, puisqu'il réussit à un moment donné donc à piéger Red Hood, et sans l'intervention de Barbara, on ne vous dit pas comment trop, on va pas tout vous spoiler, mais il aurait pu capturer Red Hood et Crane en même temps, puisqu'il fait évader Crane pour comme appât pour piéger Red Hood. Donc voilà, donc ça relance l'histoire forcément, sinon l'histoire là elle était finie. Bah oui. Scénaristiquement, il faut bien un petit rebondissement. Hein, donc, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que là, on voit un Robin qui est Batmanesque. Oui. Sur le coup. Parce que son coup de l'appât, là, c'était vraiment mastermind. Hein. Là, c'était. Déjà, il fallait capter que donc le Scarecrow était derrière le Red Hood. Donc, déjà, ça, chapeau. Il a eu une intuition. Et de cette intuition, il avait fait la bonne chose. Si la police n'intervient pas en ce moment-là,
l'histoire, cet arc narratif-là serait terminé. Et parce que Red Hood a besoin de Scarecrow pour fabriquer sa putain de dope. Donc, Oui. forcément, voilà. Alors, comme on disait déjà qu'il avait on va dire, un caractère détestable, au Québec, on dit il est haïssable, tabarnak. Tu vois, non, mais c'est vrai qu'autant on s'attache au personnage, autant il nous insupporte. Ah, mais complètement. C'est-à-dire qu'il y a des phases, effectivement, c'est vachement intéressant et on est dedans. Mm. Autant là, par exemple, justement, à ce moment-là, Ouais, alors il y a ce moment-là, mais il y a le moment d'après, de l'épisode d'après, justement. ouais, ouais. Mais je te l'avais dit en plus quand on est parlé au téléphone, mais je lui dis, mais Red Hood, mais j'ai envie de tarter sa mère, mais carrément. Mais en fait, c'est-à-dire que là, à la fin de cet épisode 6, je saute un peu, mais parce qu'on est toujours sur l'arc narratif de ce personnage, mais Mm. euh, je ne vois pas de retour en arrière. Là, je vois pas. Enfin, je dis à un moment donné, Pourtant, l'histoire commence comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il ouais, devient, il devient un arc némésis de Batman, Robin et tout ça, et après il revient dans le droit chemin. Voilà. ouais, mais la rédemption, enfin là, avec tout ce qu'il fait, les Avec ce coups qu'il a qu'il te met, fait. Ah oui, oui, oui. po, 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 po. Après, sur le coup, tout le monde va comprendre qu'il était sous l'emprise de Scarecrow, tout le monde va comprendre qu'il était sous l'emprise de la drogue, qu'il n'était pas vraiment lui-même. D'ailleurs, il doit avoir un démon qu'il a récupéré dans le puits de Lazare, parce que c'est ce qui se passe dans le puits de Lazare. Tu reviens toujours avec une bestiole. C'est ça. Donc, la rédemption, elle va passer de j'étais plus maître de moi, quoi. Tu vois, ça va. C'était pas vraiment moi. Bon, avec Dove, je pense que c'est mort. Mais bon. Moi, ce que j'aimerais, au-delà que Nightwing essaye bien sûr de capturer Red Hood, j'aimerais ce face-à-face. Parce que normalement, il y a un face-à-face entre Red Hood et Batman. Parce qu'il capture Nightwing, hein, il faut le rappeler. Donc, capture Nightwing. Enfin, non, il capture pas Nightwing, pardon. Il capture en fait le Joker normalement, mais sauf que là, le Joker il est mort, donc comme ça c'est réglé. Par contre, j'aimerais beaucoup qu'il capture du coup scénaristiquement. Attention, j'annonce des trucs. Peut-être que Attention, voilà. le prophète. Attention. Attention, le prophète est là, on y va. David va nous parler de ce qu'il a reçu comme information sur la série. Attention, nous sommes dans la lumière. Hop, effets spéciaux. Allô, David. Non, mais en voyant ça, je me dis plus que normalement il capture le Joker et que là le Joker donc bah voilà n'est plus dans le scénario. Et que Batman, du coup, on a fini avec le Joker et s'en va, etc. J'aimerais beaucoup qu'en fait, Red Hood arrive en fait à capturer Nightwing, au lieu de capturer tous ses petits copains au fur et à mesure, hein, tu vois, mais arrive à capturer Nightwing et qui se retrouve en fait avec l'élément déclencheur d'aller chercher justement Scarecrow en guise de, entre guillemets, nouveau mentor, et de retrouver en face de Bruce Wayne, tu vois. Ah oui, là, on serait dans le top du top. Déjà, Le top du top. la série nous gâte. Là, ça serait, voilà, la série sur le gâteau. Franchement, Hein. si c'est ça, moi demain, j'ai l'adresse mail de Warner pour envoyer des idées de scénario. Voilà. Faut leur glisser 2-3 idées là, parce que là. Ouais. En tout cas, voilà. Donc là, on est sur cet arc narratif terminé et on a le troisième et dernier arc narratif qui, lui, est donc sur Cory, sur Starfire, et on se rend compte que elle reçoit des visions. Donc, elle embarque. Alors, c'est trop drôle parce qu'il se passe des trucs avec Garth, avec Beastman. Franchement. C'est tellement drôle, il se retrouve dans des coffres de voiture parce qu'elle perd la carte. Elle perd complètement la carte et elle fait n'importe quoi et le pauvre Beast, il en prend plein la gueule, mais il aide. Et donc, il retrouve en fait que c'est Blackfire, donc sa petite sœur, hein, qui est enfermée dans une espèce de facility en anglais, je ne sais plus comment dire en français, dans une espèce de cave sous la terre. Bah ouais, c'est ça, les passages souterrains tout ça financé par le gouvernement, top secret et dans un caisson qui lui permet en fait de réduire considérablement tous ses pouvoirs, sauf en fait ses aspects psychiques
Et d'où le fait qu'elle arrivait justement à projeter en fait des images à sa sœur. Voilà. Alors oui, et c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ils ont la capacité, si tu veux, sur sa planète, ils sont télépathes. Communiquer, ouais. Ils ont des liens. Donc forcément, et ce lien avait été coupé parce qu'elles étaient fâchées, quoi. Comme Donc Marcel Manhunter finalement. voilà. Et là, on se rend compte que la petite sœur, elle a un gros bif avec sa grande sœur à cause du traitement, de la différence de traitement qu'elle pouvait avoir et surtout du fait qu'elle n'a pas les pouvoirs qu'elle n'avait pas les pouvoirs de Starfire, de Cory. Et c'est vrai que presque pareil, un peu à la manière de Jason, on peut s'attacher à elle rapidement en se disant, mais en fait, c'est une pauvre fille, quoi. Le truc, c'est que, voilà, bah après, elle est méchante. Mais je sens qu'elle a un petit faible pour le petit Superboy. hein, Superboy lui plaît bien, hein. Ouais, parce qu'ils se ressemblent un peu, hein. Ouais. Ils discutent. Et puis, en plus, il est Dans la tellement... voiture, la discussion dans la voiture. Voilà, Superboy, il a un côté un peu naïf, un peu ingénu, un peu pur. Il est pur, en fait. Ouais. Vu qu'il vient de sortir de l'éprouvette, quoi, tu vois, si C'est tu ça. veux. Il a un côté un peu pur et elle aime bien ça. Tu vois, il a un côté gentil, tu vois, et elle, d'ailleurs, au début, elle dit, ah, tu m'as amené Ouais, mon bouffon, mon valet. mon valet pour qu'il puisse assouvir les moindres de mes désirs et tout. Ouais. Elle dit, non, on fait pas ça ici, tu vois. Ah, parce que lui, c'est pas ton valet. Et puis, il y a Robin qui arrive, elle fait, ah, d'accord, j'ai compris, c'est lui, ton valet. Donc là, c'était vraiment très drôle. En tout cas, voilà, donc là, c'est dur de plus vous spoiler parce que là, on est au cœur de l'histoire. Ah ouais, mais oui. On mettra un gros On mettra un truc ouais, avant. Ouais. Ouais, spoiler attaque. Mais c'est vrai que c'est là, voilà. Donc, on est dans un art narratif avec les deux sœurs. Et effectivement, il y a des choses à régler. Et Blackfire nous montre qu'elle est une super détective. Parce qu'elle résout 2-3 intrigues, hein, que justement, on va C'est pas ça. parler, mais à elle toute seule. Et le dernier épisode finit. Alors, on retourne dans le quartier. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce quartier. Je crois que c'est Blue Haven. Je suis pas sûr. On retourne dans le quartier où là, justement, ce comte de Red Hood, il a créé une espèce d'armée de personnes sans peur. Et on finit sur une scène où on voit Tim Drake avec son... D'ailleurs, le père de Tim Drake est noir. Ouais, Là, c'est ça. alors, tu sais, là, on parle des minorités, des trucs... voilà, mais Tim Drake, c'est vrai qu'il avait l'air métis, mais au début, je croyais que c'était un métis chinois. En fait, non, c'est un chinois, comme on dit. C'est un chinois. Ouais, c'est un chinois. Et pas un chinois. Hein. Alors là, c'est bon. Là, tu vois, c'est même pas un black washing, tu vois, c'est un black Asian washing. Tu vois ça. Là, on prend tout et puis, ouais. Et le personnage, mais par contre, le personnage, il est très sympathique. Son visage, sa façon d'être, et puis surtout, ce qui fait l'apanage de Tim Drake, d'accord. Et on sait que plus tard dans la bande dessinée, voilà, il sera Robin, il sera un Robin bi, donc chinois, noir, bi. Je pense que c'est bon là. Hein, là, on a coché toutes les cases. On a tout. C'est bon. Il est assez woke pour tout le monde. Mais en tout cas, le personnage a l'air hyper intéressant parce qu'il est hyper intelligent. Et surtout, il est hyper fan de Batman et Robin. Et on sait dans la bande dessinée que... On le voit en plus dans tout début, tu sais, du premier épisode, justement, quand ils apprennent justement la mort de Robin. Et ils sont dans ce restaurant, justement, qui est un restaurant aussi même familial. Et donc, et c'est super parce qu'il y a une certaine boucle qui est bouclée. Oui. Tu vois, en finissant sur cet épisode-là, sous les yeux de Red Hood, qui est là, avec sa drogue et... il n'y a plus d'humanité, quoi. Enfin, tu te dis... Ah non, mais là, il est déjà entre la drogue et le Lazarus Pit, c'est bon. Ouais. Tu reviens de là, c'est dead. Il a plus d'âme. Bah voilà, il a donné la tête, enfin son âme à la tête du démon. À la tête du démon, ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est l'idée du Lazarus Pit. Hein. D'ailleurs, dans les épisodes de la CW, quand quelqu'un sortait du Lazarus Pit, je me rappelle, c'est Constantine qui venait pour récupérer l'âme de la personne. Exactement, ouais. Tu vois, donc là, on est en plein dans ce délire-là. Et c'est vrai que Tim Drake, dans la bande dessinée, est tellement intelligent qu'il a, comme ils disent au Québec, il a figuré out, il avait deviné qui était Batman et Robin. Il savait que c'était Bruce Wayne et Dick Grayson. D'accord ? Donc là, ça va nous donner quelque chose d'hyper important parce que là, maintenant, on a le traumatisme, certainement, qui va le faire basculer à devenir Robin. Parce que pour devenir un super-héros,
soit tu chopes un traumatisme, soit tu chopes la foudre. Hein, t'as pas le choix. Soit tu nais comme. Mais en tout cas, voilà. Donc le traumatisme qui va le faire devenir le prochain Robin, très intéressant. Mais je pense là, on voit beaucoup de Bruce Wayne, mais j'ai l'impression qu'on va avoir du Batman. C'est obligé qu'il y ait un épisode où on va avoir du Batman. Ouais. Bah, ça veut dire que ça serait une grande première en série. Si on a vraiment du Batman. On l'a entreaperçu dans la saison, à la fin de la saison. Oui. Mais c'est par saccade, tu vois, de dos, par saccade, etc. Après moi, on va soit avoir un Bruce Wayne Batman qui va venir et qui va rassembler la famille pour un combat final. J'aimerais que ce soit ça à la fin. Ou soit on va avoir un Dick Grayson Batman. Un Dick Grayson qui deviendrait Batman, tu crois? Oui, parce que c'est dans la BD, c'est ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand Batman disparaît. Et tu vois, on est à Gotham. Il lui dit soit un meilleur Batman que moi dans les 3 premiers épisodes. On est tous tout le monde est dans ce délire, même comment elle s'appelle, Barbara lui dit, soit un meilleur Batman. C'est trop bien. Et là, on aurait un Dick Grayson Batman. Mais ça serait trop bien parce que, en fait, il a tellement été. On connaît en fait ses antécédents avec Bruce, avec ce que Batman a représenté dans sa vie pour lui. Le fait que ce costume en fait n'a été finalement au début un échappatoire, mais a été aussi après avec tout ce qui ça induit en conséquence derrière au niveau psychologique pour Dick Grayson, n'a été que source aussi de malheur. Donc pour le coup, le trauma est vachement intéressant parce que ça veut dire qu'il pourrait boucler une certaine boucle tout en faisant, tu vois. Mais comme je te disais, Nightwing se Batmanise. La façon dont il enquête, la façon dont il traque Jason Hood dans la forêt. La violence aussi. Ah oui, on est dans du Batman. Hein. On est du Batman. Et surtout quand il raconte à Crane son histoire que il lui dit, il m'a envoyé dans la forêt seul avec un couteau et je savais pas ce qui m'attendait dans la forêt. La scène avait le loup, tu vois. Oui. Et t'as Crane qui s'attendrit, qui dit mais Batman c'était un psychopathe, il t'a fait faire, il dit le mot psycho, il le dit lui-même. Il le dit lui-même, hein. Attention. Il dit. Pas cadré. Donc le truc il est là. Le truc il lui dit et Robin le regarde et là il lui raconte la fin de l'histoire. Il dit mais il n'a pas eu besoin de me manipuler. Et tu vois le jeune Robin qui a la tête du loup, la pose sur la table. Oh putain, là j'ai dit oh putain. Non mais c'est un truc de fou cette série parce que tu as toujours des trucs comme ça. Tu es là, tu fais wow, ils vont vraiment très loin. Ils vont dans la psychologie des personnages et dans le côté dur, violent de certains personnages. Très, très bien écrit. Ouais. C'est très très bien écrit parce que c'est hyper réaliste. Ouais. Tu vois, là, on est dans un truc. Les gens disent c'est trop, oui, mais c'est trop en fonction de ce qu'on te donne d'habitude dans une série ou au cinéma. Tu vois, c'est très cadré. Et justement, c'est pas très réel du coup. Tu vois, parce que si ces personnages-là existaient dans la réalité, mais ça ressemblerait à ça, quoi. Hein. Des mâchoires pétées, des dents cassées, des têtes coupées. C'est très, très, très violent. Mais en fait, c'est très violent parce que c'est très réaliste. Comparé à ce qu'on a l'habitude de voir dans une série, surtout une série de super-héros supposément être pour les ados. Voilou. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. Tiens, voilà, le temps d'un épisode, comme d'habitude. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Est-ce que tu es hypé pour regarder la suite, en tout cas? C'est ce que j'allais dire. Vivement les 3 prochains. Donc là, on est donc à 6, en sachant qu'il y en a 13. Ouais. Donc on va faire 7, 8, 9. Et puis après, soit on fera 10, 11, et puis 12, 13, ou alors 10, 11, 12, 13 d'un coup, je ne sais pas. Tu me diras, c'est toi le cap. Pas 10, 11, 12, et on fera une émission spéciale. Pour 13 pour faire le bilan, et en même temps, d'accord. On fait le finale et on fait le bilan de toute la série. Ça serait, là, moi, je veux qu'ils intègrent dessus. Ils traitent tellement bien les personnages. Hein, je veux qu'ils intègrent du Superman. Justement, hier, j'écoutais ton live avec NCK et il se plaignait du traitement de Superman. Et il avait raison à un certain niveau que ça n'a jamais été traité d'une manière à ce que ça fasse l'unanimité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que soit on fait plaisir au public de niche Superman et on crée un Superman Boy Scout qui sauve des petits chats dans les arbres, ou soit on crée un Superman un petit peu plus
plus violent, plus en relation avec la société d'aujourd'hui. Mais du coup, tu vois, ça fait pas l'unanimité. Je suis sûr que dans cette série, ils sont capables de nous tomber un Superman qui fait l'unanimité. Tu vois, parce que ils gardent le côté iconique de chaque personnage. On a le côté héroïque, iconique, mais en même temps, on a une espèce de surréalisme violent. Parce qu'un Superman dans Titan. Mais en même temps, j'aimerais trop aussi, parce que j'aimerais que il lui donne, entre guillemets, pour Superboy, le côté Smallville, le côté Clark de lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que le côté humain, en fait. Surtout que Superboy se plaint de ça. Mais oui, c'est pour ça. Donc pour moi, il manque en fait, on sent que Superboy, il y a un peu un manque à combler parce qu'il parle de ses origines, notamment avec la sœur de Starfire, tu vois, avec Blackfire. Donc pour le coup, ça serait intéressant. Enfin, voilà, il reste pas mal d'épisodes, donc on n'est pas là de surprise. Pas mal d'épisodes et de saisons, mais moi, c'est mon vœu pieux. Ouais. Ouais, là, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus en termes de séries. Je pense Marvel et DC, CW inclus. Je pense que Marvel, ils font des mini-films, mais en termes de contenu, ça n'a pas été ça jusqu'à présent, que ce soit Loki. Là, on a vu la bande-annonce de Hawkeye. Voilà, quoi, série de Noël, quoi. Ça sort en décembre. Il y en a plein, j'en ai vu, il y en a plein, même des fans de comics qui disent ouais, c'est pas mal parce que ça reprend un arc de machin, etc. Mais peut-être et encore, mais c'est pas ça, moi, que j'attendais de la suite par rapport à ce qui s'est passé au niveau de son personnage dans le MCU. C'est pas ça que j'attendais. Ouais, mais c'est ce que je te disais, peut-être les moyens techniques sont là, le budget est là, mais on n'a pas un bon traitement des personnages. Et parce là, ça, au départ, ça part pas mal parce que on dit il y a les fantômes du passé qui ressurgissent. J'ai besoin de régler cette histoire parce qu'il y a un autre Ronin qui fait des siennes. Et c'est cool parce qu'en fait, il a pris Ronin dans un contexte très très dramatique. Ouais. Et le fait de machin, etc. Et d'un seul coup, ça part Frank Sinatra et machin, une comédie musicale Avenger. Je fais c'est bon, quoi. Ah ouais, c'est bon. Mais le truc, pour en revenir à DC, si on pouvait comparer au niveau de la première saison de Daredevil est sur le même niveau de traitement que les Titans. On est dans un truc hyper réaliste et en même temps où on perd pas l'iconographie du personnage, ou au contraire, voilà. Je trouve que la première saison de Daredevil est à peu près sur le même niveau au niveau du traitement des personnages. Je mettais quand même un petit plus pour les Titans, parce que pour moi, à date, c'est la meilleure série d'ici. En premier et en second, je mettrais Superman et Lois. Et pour finir, on aura peut-être une annonce pour une prochaine saison au DC Fandom, puisque d'ici là, la série sera quasiment terminée. Croisons les doigts, ce DC Fandom, je l'attends comme un annonceur de bonnes nouvelles, mais bon. Ou de mauvaises nouvelles, on ne sait pas trop. Mais on va rigoler, les gens. En tout cas, les gars, merci de nous avoir suivis pour cette troisième chronique de Condor sur Titan. Enfin, sur Titan. C'est le troisième. Ouais, c'est le troisième. C'est le deuxième sur cette saison. Oui, voilà. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, merci. J'espère vous avoir hypé. On sait qu'on vous a spoilé, mais bon, la plupart d'entre vous, j'ai vu, vous suivez la série aussi. On vous a tellement hypé que vous la suivez. Vous êtes dedans. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez ça. Et à bientôt sur Geekology avec Actu Ciné. Salut tout le monde. Ciao les gens. Intensif pour analyser les dingueries de Walter Hamada. En direct, Captain Morpheus.